Donc, Monsieur Lossény, vous êtes directeur de l'Office public qui est rattaché depuis le 1er janvier 2017 à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Donc, on change un peu d'échelle puisque Javier nous a évoqué ce que faisait Nassouvintsa dans la communauté autonome navarraise. Donc ici, que fait HSA auprès de la communauté d'agglomération du Pays Basque? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Désolé pour le, le retard. Habitat Sud-Atlantique, c'est l'opérateur, effectivement, comme il vient d'être dit, de l'agglomération Pays Basque. Donc, l'idée, c'est de vous faire très rapidement une présentation de la structure Habitat Sud-Atlantique et ensuite de vous présenter les différents types de montages possibles d'un opérateur de logement social de l'autre côté de la frontière. Mais vous verrez que Habitat Sud-Atlantique a une approche bien particulière. Ce que nous faisons, tous les opérateurs sociaux en France ne le font pas. C'est lié à notre histoire, hein, donc vous le verrez. Et deux éléments importants. On doit faire aujourd'hui face à beaucoup de défis et auxquels il faut que nous, opérateurs de logements sociaux en France, on apporte des solutions parce que on est considéré au même titre qu'un promoteur privé aujourd'hui et il nous appartient effectivement de prendre de la hauteur et d'essayer de réfléchir quelquefois comme eux. Alors, Habitat Sud-Atlantique a été créé en 1922, donc centenaire. Donc, Habitat Sud-Atlantique a fêté ses 100 ans en 2022. Son origine vient directement de la ville de Bayonne. Donc, quand vous arrivez d'Espagne, cette grande barre que vous avez, hein, donc, ça fait partie du patrimoine d'Habitat Sud-Atlantique. Vous avez 1196 logements sur cette barre. Vous avez à peu près 4000 personnes qui vivent là. Donc, c'est un quartier. Alors, la naissance d'Habitat Sud-Atlantique et son évolution sont liées au volontarisme de la ville de Bayonne. Habitat Sud-Atlantique aujourd'hui est rattaché à la communauté d'agglomération, donc c'est à peu près 8500, 9000 logements. Mais sur ces 9000 logements, vous en avez plus de 5000 sur Bayonne, parce que historiquement, c'était l'outil de la ville de Bayonne. Donc tous les grands ensembles, les grands immeubles qui ont été construits dans les années 70, 60, 70, vous les retrouvez essentiellement sur Bayonne. Durant toute cette phase, jusqu'à récemment, Habitat Sud-Atlantique ne développait pas beaucoup, on ne construisait pas beaucoup. On était des gestionnaires d'un parc qui avait été construit effectivement dans les années 60-70 et on n'avait pas forcément d'envie de se développer. On pouvait passer une année sans produire un logement et ça n'embêtait personne. Donc on était effectivement dans une logique de gestionnaire, donc peu de développeurs. Mais vous voyez effectivement que à partir de 2000-2005, on a un État qui devient de plus en plus interventionniste. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'organismes HLM sont ce qu'on a appelé à l'époque, c'était la ministre Boutin, des dodus dormants. Ils avaient beaucoup d'argent, ils construisaient peu, donc ils étaient très riches. Parce que le principe en France, c'est qu'un opérateur qui ne construit pas, comme nous, si demain on arrêtait de produire, on s'enrichirait. Pourquoi? Parce que tout ce patrimoine que vous voyez des années 60-70 est amorti. Voilà. Donc il y a un enjeu. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'État met en place ce qu'on appelle une convention d'utilité sociale. La convention d'utilité sociale, c'est un contrat entre, c'est ce que j'appelais la convention d'utilité sociale, c'est un contrat entre l'État et les organismes HLM qui les incitent en quelque sorte à produire. Le PSP, le plan stratégique du patrimoine, c'est à peu près la même chose. Et on met en place un prélèvement Boutin qui vient en quelque sorte ponctionner, hein, les recettes des organismes qui ne produisent pas beaucoup. Donc forcément, beaucoup d'organismes, tout doucement, se mettent à construire. Et c'est le cas d'Habitat Sud-Atlantique.
Il y a une relance de la production qui se fait, mais elle est très prudente. Le changement, vous allez le voir, c'est 2017, vous l'avez dit. Donc en 2017, on est rattaché à l'agglomération Pays Basque. C'est une loi française qui oblige toutes les communes qui disposaient d'un organisme de logement social à être rattaché à un EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Donc Habitat Sud-Atlantique est rattaché à la communauté d'agglomération Pays Basque. Il va y avoir un changement, un vrai changement de paradigme à partir de cette date. Il y a une nouvelle orientation, il y a un nouveau directeur général, c'est moi-même. Il y a des consignes qui sont données par le président de l'agglo, donc parce que j'ai été le choix du président de l'agglomération et maire de Bayonne, et un conseil d'administration essentiellement composé d'élus de ce territoire. Les consignes sont simples. Il faut produire. Il faut produire, et parallèlement, le contexte de logement social ici sur ce territoire devient assez compliqué. Les consignes, c'est reprendre rapidement le leadership sur ce territoire. Voilà, il fallait reprendre la main. Revendiquer le fait que nous étions l'organisme de la communauté d'agglomération et devenir, ça c'est un élément important parce que vous allez voir les chiffres après, ce qu'on appelle un opérateur global de l'habitat. C'est-à-dire que on est avant tout un outil et on doit être capable de tout faire. On doit être capable de tout faire. On doit être capable d'aménager. On doit être capable de faire de l'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. On doit être capable de faire de la résidence étudiante. On doit être capable de faire des foyers de jeunes travailleurs. On doit être capable de faire des EHPAD. On doit être capable de faire de la résidence autonomie. On doit être capable de faire des pôles de santé. Tout ce qu'un constructeur est capable de faire, on doit pouvoir l'assumer. Et on décide effectivement d'apporter de l'innovation dans tous nos métiers. Voilà. Tout ce que l'on fait à Habitat Sud-Atlantique, toutes les activités aujourd'hui sont labellisées. À cela, il y a un rapprochement qui est fait sur le territoire avec un autre organisme qui est l'Office 64 de l'habitat. Et l'Office 64 de l'habitat qui est rattaché au conseil départemental du 64. HSA aujourd'hui. Ces éléments sont très importants, vous allez le voir. Aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros. Alors, le chiffre d'affaires, vous avez la partie, pardon, excusez-moi, voilà, la partie location, ici sur le premier schéma, là, la partie location, qui pendant longtemps, je vous ai dit tout à l'heure au début, qu'on ne faisait que gérer le patrimoine. Donc jusque-là, on ne produisait pas. Donc pendant longtemps, notre actif était constitué que de la partie qui est en bleu. Voilà. Donc 35 millions d'euros de loyer. La diversification dont je vous parle, je vous ai parlé tout à l'heure, le fait d'être aménageur, va venir peser véritablement dans notre, dans notre chiffre d'affaires. Donc vous avez aujourd'hui 54% du chiffre d'affaires qui est constitué que des loyers, et le reste, rien que l'aménagement, vous voyez quand même, c'est 16% de ce chiffre d'affaires. Et la vente, loyer et PSLA, ce qu'on appelle le prêt social location accession, ce sont des logements que l'on fait pour vendre à des acquéreurs. Donc ça, c'est très important. Une activité en production sur le deuxième schéma, mais là, vous voyez la puissance. Hein. Et là, ça croît. Voilà. Donc ça croît. Entre 2021 et 2023, 2021-2023, Habitat Sud-Atlantique, c'est 851 logements qui ont été construits en l'espace de 2 ans. On a 536 logements en cours, c'est-à-dire qui, là, sont lancés, qui vont sortir. On a 30 millions d'euros de foncier aujourd'hui en stock, donc qui doivent faire l'objet effectivement de réflexions avec les élus et qui nous permettront effectivement de sortir des dossiers dans les années à venir, des logements dans les années à venir. Donc parce que très souvent, soit on est sollicité directement par notre communauté d'agglomération, notre collectivité de rattachement, ou alors par des élus pour pouvoir préempter des biens que les propriétaires veulent vendre. Donc ça, c'est très important. Alors, les livraisons baissent. Pourquoi? Parce que, je vous l'expliquerai tout à l'heure, le contexte économique est très difficile. Pour sortir une opération aujourd'hui, les coûts de construction, les taux d'intérêt, les recours
les contestations par les riverains font que la sortie des opérations, là où on sortait des opérations à peu près en 2-3 ans, aujourd'hui, il faut aller chercher facilement 5 ans. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et bien entendu, sur le dernier schéma, vous voyez que tout notre patrimoine, historiquement, est sur l'agglomération Pays Basque, mais de plus en plus, nous allons à l'intérieur du Pays Basque, mais on intervient également sur l'autre département dans le sud des Landes. Je vous ai présenté Habitat Sud-Atlantique, je vous ai présenté un peu la dynamique d'Habitat Sud-Atlantique. Comment on décline ça au quotidien et quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer et quelles sont les actions que nous menons au quotidien pour essayer d'y apporter des éléments de réponse. Alors là, ici, je vous ai mis trois schémas comment dirais-je, d'opérations susceptibles d'être réalisées par un bailleur social. Vous avez l'opération classique, le premier tout à fait à gauche, qui est une opération de logement social. Aujourd'hui, quand on fait du logement social, vous avez d'un côté les dépenses, hein, donc bon, ça, tout le monde sait comment ça fonctionne. Pour pouvoir équilibrer ces dépenses, vous avez des emprunts que l'on va contracter auprès de la Banque des Territoires. Voilà. Donc, ce sont des emprunts qui vont entre 40 et 80 ans, qui sont remboursés par les loyers. Vous avez des subventions de plus en plus qui se réduisent comme peau de chagrin parce que l'État n'aide plus beaucoup. Et enfin, un élément qui est très important, ce sont les fonds propres d'équilibre que l'organisme va venir mettre sur la table pour équilibrer les opérations. Donc aujourd'hui, les emprunts restent les emprunts. Les loyers pour rembourser les emprunts, compte tenu du contexte, il ne faut pas forcément trop les augmenter. Et ce sont effectivement les fonds propres des organismes qui viennent assurer la variable d'ajustement et qui permettent de sortir des opérations. Alors, là où on mettait 20-25 000 euros de fonds propres avant la crise Covid et avant la guerre en Ukraine, là aujourd'hui, quand on en met 40-50 000 euros, on est content. Le deuxième modèle que vous avez, ce sont les opérations en accession sociale. Alors là, c'est moins compliqué que le premier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va avoir des recettes. Et aujourd'hui, sur ce territoire, on produit que du BRS, du bail réel solidaire, c'est-à-dire on va dissocier le foncier et le bâti, la construction. Le foncier fera l'objet d'une redevance qui sera payée tous les mois par l'acquéreur, ce qui lui permet en quelque sorte d'acheter 30, quelquefois 40% moins cher que s'il devait acheter dans le privé. Donc là, c'est un modèle classique où effectivement, on ne peut pas vendre à perte et il faut qu'on arrive à équilibrer les opérations entre la vente du BRS, c'est-à-dire le bâti, entre guillemets, et la redevance foncière. Cette redevance foncière, elle fait l'objet aussi là d'un emprunt spécifique auprès de la Banque des Territoires qui permet de l'étaler dans le temps. Le troisième schéma, celui-là, c'est le schéma d'aménageur. C'est celui que nous, on a comment dirais-je, mis en place depuis mon arrivée à la tête de l'organisme en 2018, avec l'aide de notre collectivité de rattachement à l'agglomération. On va aller chercher du foncier auprès des élus, donc qui vont nous vendre un foncier ou nous mettre à disposition un foncier, avec une opération qui sera réalisée, qui sera une opération mixte, public-privé. Mais c'est nous, en tant qu'aménageurs, qui allons aménager l'opération et qui allons vendre une partie de la surface de plancher au promoteur privé qui va produire son logement. Mais cette vente, elle va avoir une petite marge qui va venir, ce que vous voyez là-bas, hein, cette marge sur la vente au promoteur va venir réduire les fonds propres qu'on va injecter dans les opérations de locatif social. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une opération qui soit à la fois mixte, privé, public, et c'est de faire du logement social bon marché, entre guillemets, et permettre au plus grand nombre de pouvoir se loger. Donc, d'où cette partie d'aménageurs, le bilan privé, ce qu'on appelle le bilan privé, pour des organismes comme nous,
C'est véritablement très important. Alors, les défis et les difficultés. Qu'est-ce que nous, opérateurs de logements sociaux, aujourd'hui, on rencontre comme défis? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai tendance à rappeler que notre travail à nous, ça s'articule aujourd'hui autour de deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de répondre aux besoins de logement sur notre territoire. Il faut qu'on produise pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir se loger. Le deuxième enjeu, c'est de se poser la question de savoir comment on répond aux enjeux également environnementaux. Quand on construit, il faut construire avec des produits qui n'ont pas trop d'impact effectivement sur notre environnement. Donc ça, par contre, ça coûte de l'argent. Bon. Donc les difficultés, je le disais tout à l'heure, il faut l'intégrer. Il n'y a pas d'exception HLM aujourd'hui. On est considéré comme les autres. Voilà. Il n'y a pas d'exception HLM. Quand je mets les ABF, ce sont les architectes des bâtiments de France. Quand on doit produire et qu'effectivement on est sur une zone soumise à l'ABF, pour nous, opérateurs de logements sociaux, c'est très compliqué. Pour les élus, c'est très compliqué. On oblige les élus à construire, mais on leur met, entre guillemets, comme on dit en France, des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, quand vous avez un architecte des bâtiments de France qui passe, très souvent, ça va générer un coût supplémentaire. Et quelquefois, ça va nous conduire à réduire le nombre de logements à réaliser. On a des exemples. La question des recours. Alors en France, le recours, c'est devenu un sport national. Au Pays Basque, ça commence à devenir chez nous ici un sport, mais vraiment local. J'ai un exemple pas très loin d'ici, au Boucau, où on a un couple de Parisiens qui ont acheté une maison. Il y avait un terrain qui appartenait à l'agglomération juste à côté. Ils intentent un contentieux. Le juge met, bien entendu, 2 ans avant de se prononcer. Le juge se prononce, comme dans 100% des cas, on gagne. Les entreprises qui avaient été retenues ajustent les prix, plus 614 000 euros. Donc on a eu la chance de recevoir monsieur le ministre du Budget il y a 2 mois ici sur ce territoire. Je lui dis comment on fait. Il me dit quelle est votre solution. Je dis mais traitez nos recours très rapidement, si on estime qu'il y a une urgence. Il dit c'est une bonne idée. Et bon, sauf qu'on ne va pas mettre la pression sur les juges qui sont débordés. Bon. Donc pour nous, c'est un véritable problème. Bon, bien entendu, les sols, on ne va pas rentrer dedans. Ensuite, on a les défis environnementaux, j'en parlais. Effectivement, tout ce qui est ZAN, flore, l'orientation, aujourd'hui, toute notre activité, quand on fait de la production neuve, l'idée, c'est de lancer des opérations à faible, si possible, à faible empreinte environnementale. Alors, je vous le dis sincèrement, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est comment on essaie d'avoir des modes constructifs innovants. C'est comment on intègre ou on essaie de constituer une filière qui permette d'intervenir sur ce type de produit. On a des exemples sur une commune en Pays Basque intérieur, à Ostabat, grâce à l'aide de notre collectivité de rattachement. Mais notre volonté aujourd'hui, c'est de faire différemment. C'est de faire différemment. Mais ce différent, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir, ça coûte beaucoup d'argent. Qui finance? C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un finance. On a ensuite la question du foncier. Le foncier, il est problématique aujourd'hui ici sur ce territoire. Voilà. L'accès au foncier est véritablement un gros souci. Il y a une véritable tension. Et moi, je me pose toujours la question de savoir comment un propriétaire foncier peut s'enrichir parce qu'à un moment donné, une collectivité a décidé de changer de zonage. C'est-à-dire son terrain ne vaut rien. Demain, parce qu'il passe en constructible, et bien tout de suite, ça vaut des millions. Bon, enfin, c'est compliqué. Et pour nous, opérateurs de logements sociaux, produire du logement dans ce cadre-là, c'est très compliqué, mais ce sont des sujets qui sont en pleine réflexion sur ce territoire-là, et on espère effectivement qu'on puisse aboutir à des situations qui évitent ce que j'appelle, moi, l'enrichissement sans cause, quoi. Voilà.
Un sujet que je pense du côté espagnol, vous devez connaître aussi, c'est le coût de la construction. Voilà, le coût de la question du comment on produit aujourd'hui moins cher pour vendre moins cher et permettre au plus grand nombre de se loger. Aujourd'hui, pour nous, c'est véritablement un sujet. En France, on a été impacté par ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité. 80-90% des emprunts que nous faisons en France pour construire du logement social sont réalisés auprès de la Banque des Territoires et on a les intérêts et 80-90% de ces emprunts sont sur des taux variables, bien entendu. Voilà. Donc on a les intérêts qui sont passés de 0,5% à 3% en l'espace de 2 ans. Et pour nous, la charge de la dette supplémentaire, c'est 5 millions d'euros en 2 ans. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Et ça, c'est une réalité. Bon, bien entendu, les financements. Aujourd'hui, pour nos acquéreurs, en lien direct avec les hausses des taux d'intérêt, on a beaucoup de gens qui ne peuvent plus acheter. On le verra tout à l'heure dans les solutions que l'on propose. C'est l'une des raisons pour lesquelles on produit beaucoup de BRS sur ce territoire-là, qui permettent aux gens d'être propriétaires, comme on l'a dit, effectivement, du bâti et de pouvoir acheter à des prix défiant toute concurrence. Donc, ça reste un problème des bailleurs, mais ça reste également un problème des acquéreurs. Alors, sur les pistes de solutions, on parle beaucoup de concertation avec les élus, les riverains et l'ABF. Moi, je crois beaucoup à la concertation. Bon, même si ce n'est pas forcément toujours un gage de... Voilà, il y a des gens aujourd'hui sur une opération qu'on a à Biarritz, dans un lotissement, 12 riverains. On a sauté les rencontrer à plusieurs reprises. Ils étaient 6 à être présents à toutes les réunions. Et les absents ne nous attaquent pas, ce sont les 6 qui étaient présents qui nous attaquent. Bon. Voilà. Ils sont venus se nourrir du projet pour mieux nous attaquer. Bon, voilà, donc ce n'est pas un gage de succès, mais il faut que nous soyons capables, effectivement, à un moment donné, de mener ces concertations avec les élus, avec l'architecte des bâtiments de France, hein, donc pour essayer longtemps en amont de déverrouiller un certain nombre de points, la concertation en quelque sorte pour faciliter la sortie des opérations. L'optimisation des droits à construire, donc là aussi, bon, je pense qu'effectivement, on a un souci, notamment en France, hein, donc je suis un professionnel, donc c'est un vœu pieux, certes, mais on ne peut pas, à partir du moment où la réglementation nous autorise à construire 4 étages, n'en faire que 2. Enfin, à un moment donné, c'est utiliser moins de foncier en utilisant mieux le foncier disponible. Enfin, c'est basique, quoi. Voilà. Donc, si on nous dit on n'en fait pas 4 là et que, enfin, à un moment donné, on consomme du foncier de la mauvaise des façons. Le recyclage du foncier bâti, nous on essaie d'en faire beaucoup, voilà, donc pour éviter l'étalement urbain et favoriser la déconstruction-reconstruction, c'est ce qu'on essaie de faire à la Citadelle à Bayonne. On avait 241 logements, c'était de logements locatifs familiaux, et où on va en faire 600, mais dans les 600, on va faire de l'étudiant, on va faire un foyer de jeunes travailleurs, du saisonnier, on va faire de l'inclusif, on va essayer, voilà. Donc, quand je parlais tout à l'heure de concerter avec les élus, il y a une dynamique, effectivement, bon, ça reste le maire de Bayonne, président de l'agglo, qui est très, très porté sur ces sujets-là, donc qui a accepté, effectivement, à un moment donné, de densifier à cet endroit. Réguler le prix du foncier, on en a parlé, donc c'est la question de l'enrichissement sans cause. Sans ça, je pense qu'à un moment donné, on risque effectivement de tourner en rond. La régulation des prix du foncier est véritablement une nécessité. Interroger la place de la voiture. On n'aura pas le choix. Voilà. Il faut inciter les gens à un moment donné. On essaie de le faire sur nos programmes. Donc, on essaie d'aller vers des choses qui pourront à un moment donné être réversibles. Donc, ça reste des parkings en silo parce qu'on a espoir, peut-être qu'on a une vision trop angélique des choses, qu'un jour, on utilise moins la voiture et que ces parkings puissent être transformés en logement. Voilà, donc ça, comme on dit, l'espoir fait vivre, mais bon, il faut, si on n'appréhende pas les sujets de cette façon, à un moment donné, on ne fera absolument rien.
Donc, c'est une idée. Donc, nous, on travaille comme sur du reconvertible, pardon. Et en pied d'immeuble, par exemple, on essaie dans les rez-de-chaussée de s'assurer que tout ce que l'on met là, à un moment donné, puisse se transformer en logement. Et là, depuis peu, on développe ce qu'on appelle l'autopartage. Voilà. Donc, l'autopartage qui permet effectivement aux locataires, à un moment donné, alors là, on conclut des partenariats avec des structures spécialisées, hein, et qui mettent à disposition un certain nombre de véhicules qui sont utilisés aussi par les habitants. Et le BRS, le bail réel solidaire, qui reste une réponse, mais une véritable réponse à la hausse des taux d'intérêt. Donc, pour nous, le bail réel solidaire sur ce territoire-là, il y a un véritable enjeu, hein, qui doit permettre effectivement au plus grand nombre de pouvoir acheter. Et c'est le cas. En 2023, nous avions 163 produits et on en a vendu sur ce territoire à peu près 80-90%. Voilà. On a un gros projet sur Bayonne, là, sur le Prissé, et sur les 88 logements à la location, en accession, pardon, commercialisés à partir du mois de février. Là, aujourd'hui, il nous en reste plus que 14. Donc, il y a un véritable engouement parce que les premiers logements, les T2, sont à 115 000 euros. Voilà. Donc, c'est une réalité. Bouco, les T2 sont à 99 000 euros. Donc, ça, c'est du concret. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Le monde du logement social qui, pendant longtemps, vous avez vu, hein, était, je dirais, très administré et perfusé, voilà, parce que c'était comme ça, par l'argent public, s'est profondément transformé. Il y a une mutation qui s'est passée. On est devenu concurrentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez sur ce territoire, on doit avoir une dizaine de bailleurs sociaux, même plus. Voilà, c'est pas Marilène qui va me contredire. Donc voilà, donc on est devenu concurrentiel. On s'est considérablement professionnalisé. Et en même temps, on s'est ouvert, comme vous avez pu le voir, sur d'autres activités. On n'a pas le choix. Certains se sont adaptés réellement à cette nouvelle donne. Et ceux qui ne se sont pas adaptés parce qu'ils sont sur des territoires ailleurs qui sont détendus ou sur des, comment dirais-je, ou à la frontière effectivement entre le logement social et le logement privé, il n'y a pas d'écart considérable. Pour ces gens-là, c'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Comme dans tout marché, je le rappelle souvent, le nôtre, il ne fait pas exception. Ceux qui se considèrent aujourd'hui comme simples bailleurs sociaux, ils sont voués à disparaître. Certains disparaissent aujourd'hui, qui sont absorbés par les plus gros. C'est une réalité. La production s'adapte aussi à la demande. À savoir qu'avant, on faisait systématiquement du logement familial. Mais aujourd'hui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on doit être capable de proposer, de tout proposer. L'habitat modulaire qu'on a travaillé avec l'agglomération Pays Basque pour permettre à des sans domicile fixe de pouvoir se loger. Ça, c'est une réalité. De l'habitat inclusif pour permettre à des personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir occuper un logement. On doit être capable de tout proposer. Et cette adaptation à la demande est primordiale. Nous, on a su s'adapter. Donc, vous avez vu, dans le chiffre d'affaires que je vous ai montré tout à l'heure, on a su s'adapter. Si on ne s'adaptait pas, on n'aurait pas ce chiffre d'affaires de 66 millions d'euros. On serait resté que sur cette partie bleue. Ça, c'est de l'adaptation. Et je vous le dis clairement, ceux qui ne se sont pas adaptés aujourd'hui rencontrent de véritables difficultés. Et le risque, effectivement, quand on commence à rencontrer des difficultés et qu'on est rattaché à une collectivité, c'est qu'on devienne un problème pour la collectivité. Parce que là, on joue avec des millions. Donc la collectivité ne va pas régulièrement injecter de l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Donc voilà, donc il vous faut une certaine autonomie financière. On a la chance de l'avoir. Et il faut éviter effectivement à un moment donné que nos collectivités cèdent aux sirènes parce que vous avez des mastodontes, des grands groupes nouveaux qui attendent effectivement de vous absorber. Et là, on rentre véritablement dans une financiarisation du logement social et les logiques sont complètement différentes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sangaré. Merci de nous avoir partagé votre expérience et un peu de la vie de HSA. Merci. Donc, vous êtes notre dernier intervenant sur ce dernier chapitre concernant la promotion du logement social. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est vrai que la journée a été très, très copieuse en intervention, en information. Il y a peut-être d'autres questions. Enfin, vous avez levé la main, monsieur? Oui, bonjour Lucille. Ça va? Ouais, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Comme on est dans un exercice de comparaison un peu des systèmes français et espagnols, est-ce que tu pourrais dire un mot sur la législation avec tout ce qui concerne les pourcentages à atteindre de construction de logement social? C'est quand même quelque chose de majeur pour les collectivités qui doivent de toute façon faire l'effort d'atteindre ces objectifs ou de payer des amendes. Tout à fait. Effectivement, en France, excellente question, en France, on a une législation qui s'appelle la fameuse loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose aux communes de plus de 3500 habitants de produire 25%. C'était 20 avant, maintenant c'est 25% de logements sociaux. Alors, très peu de communes atteignent le seuil. Hein. Donc, sur notre territoire Pays Basque, il n'y a qu'une commune, c'est Bayonne. Voilà. Et là, historiquement, quand je vous ai dressé le portrait de Bayonne, hein, donc ce fameux volontarisme dont on parlait, Bayonne aujourd'hui, alors ça varie, hein, donc en fonction des élus, certains nous parlent de 28, d'autres de 27, mais en tout cas, c'est une commune qui, c'est l'une des seules, enfin c'est la seule commune aujourd'hui sur le territoire Pays Basque à atteindre comment dirais-je, ce seuil. Alors, à défaut, effectivement, il y a, on va appeler une sanction. C'est une sanction, des pénalités qui sont infligées à certaines communes. Alors, il y a des règles spécifiques, hein, donc par rapport aux efforts réalisés par les communes sur une période de 3 ans pour atteindre ce seuil. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de communes sur ce territoire qui sont lourdement pénalisées. Et ces pénalités-là sont réinjectées dans le cadre effectivement d'opérations menées sur leur territoire, sont réinjectées dans des opérations de logements sociaux. Alors ça fait jamais plaisir à une collectivité de se voir effectivement pénalisée, mais c'est une réalité, c'est incitatif, hein, donc ça reste aussi une obligation. Je ne suis pas convaincu que si nous n'avions pas eu la loi SRU, que ben, on aurait eu autant d'efforts de la part de toutes les communes. Donc c'est une réalité, mais bon, il y a du travail au quotidien. Rebonjour le CENI. Bonjour, Loïc. J'ai une question qui est en fait un peu transversale à toutes les cours ou les présentations qu'on a eues dans la journée. Parce qu'on a eu ce matin une présentation d'un urbaniste, un consultant qui s'appelle François Rochon, et qui nous a montré un diagramme de l'évolution du parc de logements je crois que ce graphique, c'était sur ces 50 dernières années. Et il voulait démonter ce qu'il appelait une idée reçue par rapport au manque de production de logement social. Son graphique allait de mémoire de 70 à 2013, de 1970 à 2013, et il nous montrait que la production de logement social avait triplé sur cette période, alors que le locatif, notamment le locatif privé, avait diminué. Ta présentation à toi nous a montré que les difficultés du logement social en termes de production ont plutôt apparu au tournant des années 2000, au moment où le parc locatif social était au bout de sa rentabilité, tout le parc était amorti. Et c'est à ce moment-là que vous avez été obligé de produire, qu'en plus, tu ne l'as pas mentionné, mais tu l'as forcément en tête, est arrivé le programme de rénovation urbaine, vous avez dû rénover ce parc-là, vous avez affronté la crise des banlieues.
Et pour autant, aujourd'hui, on a le parc locatif social qui affronte toutes les difficultés que tu montres, et en même temps, le parc locatif privé qui a fortement diminué, et on l'a vu aussi sur d'autres cours aujourd'hui, qui est fortement atteint, notamment par Airbnb et le problème des plateformes. Et en fait, en écoutant ta présentation, à la fin, je me suis demandé, puisque votre modèle économique il repose de plus en plus sur le BRS, est-ce qu'il y a des ponts à imaginer entre le marché locatif social et le marché locatif privé? Est-ce qu'autrement dit, la production que vous êtes amené à augmenter, est-ce que par exemple un logement BRS, il peut être acheté par un propriétaire privé pour le mettre en location et retourner sur le logement privé? Non, non, excellente question, Loïc. On a deux choses. On a la production d'un côté, mais on a aussi la demande. C'est important. On produit pour répondre à une demande. On a je prends le PLH de l'agglo. Je parle sous le contrôle de Marie-Hélène, je crois de tête, à 800 logements locatifs sociaux et 400 en accession. Donc, ce sont des chiffres de production, mais on ne les atteint pas. Je ne sais pas combien on est, 598, les deux. Donc, aujourd'hui, on n'atteint pas le niveau de production attendu. La demande de Loïc, aujourd'hui, sur le Pays Basque, on est à 14 000 demandeurs de logement. Bon, allez, on va trier un peu entre ceux qui veulent un jacuzzi, exposition sud. Allez, on va être allé à 11-12 000. C'est une réalité. Il y a un élément que peu de gens prennent en compte. C'est la rupture des liens familiaux. La décohabitation, ce qu'on appelle la décohabitation, les séparations de couples aujourd'hui, mais depuis le Covid, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Aujourd'hui, dans le patrimoine d'habitat sud-atlantique, on a 63% de nos logements qui sont occupés par des ménages dits seuls, par un ménage. Un ménage. Donc ça, c'est une réalité. Donc là où on produisait un T4 pour un couple avec 2 enfants, là, il faut 2 T4, mais parce que la garde, elle est alternée aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité. Les ponts peuvent se faire. Les ponts peuvent se faire, non pas forcément à travers le BRS, mais à travers des produits aujourd'hui qui sont travaillés à travers la charte dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le prix maîtrisé. Donc, l'agglomération Pays Basque a mis en place une charte qui permet de limiter le prix de sortie des logements libres. Dans le cadre d'une opération qu'on va appeler une opération mixte, on aura du logement locatif social, on aura de l'accession, mais également on aura du logement dit privé, libre. Et on impose, la collectivité ou le bailleur social impose au promoteur privé un niveau de prix de sortie qui va permettre au plus grand nombre de se loger. Notre plus gros souci aujourd'hui, c'est quoi? Alors oui, notre cœur de métier, c'est de travailler sur le logement des plus nécessiteux, on est d'accord. Mais vous avez d'un côté ceux qui sont réellement dans le besoin, vous avez de l'autre ceux qui ont les moyens de pouvoir accéder dans le libre. Là, au milieu, vous avez toute une frange de population qui est oubliée. Voilà. Je discute souvent avec les directeurs des 2 hôpitaux qu'on a sur Bayonne, Bellara et l'hôpital de Bayonne, la clinique Bellara et l'hôpital de Bayonne. Aujourd'hui, les infirmières n'arrivent pas à se loger. Mais ce n'est pas des salaires qui vont aller toucher. Voilà. Donc, on est en train, à travers le BRS, de permettre au plus grand nombre de se loger. Nous, par exemple, Habitat Sud-Atlantique, on avait 5 communes qui sont passées en zone A. Bon, la question du zonage, effectivement, on aurait pu en parler. Mais 5 communes qui sont passées en zone A. Ça veut dire que les prix de vente aujourd'hui sur le BRS, Loïc, on pourrait vendre jusqu'à 4 600 €. 4 600 € le mètre carré. Pour du logement social. Mais vous regardez les produits en vente par HSA, si vous en trouvez, alors, d'autres choses égales par ailleurs, pas à Biarritz, pas. Voilà. Si vous en trouvez, alors, même partout, si vous en trouvez au-delà de 3 000, vous venez me tirer les oreilles. Aujourd'hui, on n'a pratiquement aucun produit que l'on vend au-delà de 2 800 €. Pourquoi? Parce que nous, on a été obligés de s'adapter. Je fais partie d'une instance à Paris.
Nous sommes 9 administrateurs en France. Sur les territoires de Toulouse, de Lyon, vraiment les grandes agglos, qui sont en catégorie A, ils vendent au plafond. Mais pourquoi? Parce que sur notre territoire, il y a une déconnexion entre le revenu de la population et les prix. Donc ça, c'est une réalité. Donc oui, il y a des ponts qui existent. Oui, aujourd'hui, on a des outils qui existent. Oui, la tendance est effectivement à produire pour ceux qui sont réellement dans le besoin. Et tant que collectivement, on restera vigilant à ne pas sortir des opérations qui sont complètement déconnectées, là oui. Et moi, je compte beaucoup sur ce qu'on appelle les opérations publiques d'aménagement, où effectivement, les élus ont la main et fixent les objectifs. On va jusqu'à fixer les objectifs en termes de typologie de logement, en termes de catégorie de logement, mais également en termes de prix de sortie. Oui, bonjour. Bonjour, ma question est la suivante. Elle porte sur les politiques. Il semble que, d'après vos interventions, qu'il y a beaucoup de différences entre le logement social en France et en Espagne au niveau du volume et au niveau du financement également. Et, et je lisais hier dans un journal de Guipuscoa qu'il y a énormément de demandes de logements sociaux publics qui ne remplissent pas les conditions minimales euh, de revenus pour pouvoir accéder à ce type de logement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire sans question de politique ou simplement c'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, je sais pas. Cette question me semble bizarre, c'est-à-dire on a tous le droit à un logement, mais en fait, on produit des logements qui sont inaccessibles pour un certain secteur de la population pour des questions de revenus. Le diagnostic est là, c'est-à-dire il y a un nombre d'outils financiers aux mains de secteur public et privé. En, en France, il y a un problème de maturité. En Espagne, le secteur public du logement est un secteur en cours de création, qui est encore très vert, avec quel que soit le modèle choisi. Cela mène au fait que si on veut mettre en place un système, il faut le mettre en place au niveau régional. Il existe un soutien au niveau de l'État espagnol avec le plan parapluie stable, avec des ressources stables. Mais ce qu'on va faire au niveau local, ce qui va être fait au niveau local, c'est simple, on peut faire deux choses. On on a la tentation de faire ces deux choses différentes. Produire un logement le plus social possible pour les plus pauvres. Et l'esprit, c'est donc un esprit chrétien. On va s'occuper des plus pauvres. L'effet produit, c'est un petit peu entamer la réputation des parcs publics. Ça provoque des dynamiques de refus à cette concentration de familles très vulnérables. Il y a une autre orientation, et ce qui se fait en Espagne, c'est-à-dire qu'on produit des logements pour la classe moyenne relativement aisée, et ça devient un instrument de politique d'emploi, de l'emploi, etc. Et la situation, euh, conceptuellement, moi je suis un peu entre les deux. Euh, on essaie de mettre en place un système qui peut proposer différents services, hein, proposer des logements sociaux abordables. Euh, je crois ce volet peut être assez similaire à qui vient nous être présenté avec une vente en dessous des prix du marché. Euh, En Espagne, on peut jouer là-dessus. Et l'idée, c'est de créer un contexte d'aide. Si on, on produit des logements très abordables pour les gens les plus pauvres, on va y perdre au niveau financier. Donc, effectivement, le loyer doit couvrir les frais de construction. Et quel est le problème? C'est que de cette façon, la production est progressive et on peut satisfaire toute la demande. Et donc, il n'y a pas de journaliste ici, donc je peux le dire. Et cela crée
une chose, ça crée la taxonomie comparative des pauvres, c'est-à-dire c'est un ensemble de services publics qui explique que ces pauvres sont les pauvres qui requièrent le plus une prise en charge. Et tout le monde a raison. Si on passe en revue les différents groupes de population, chacun a des besoins spécifiques en matière de logement. Mais si on prend et si on a besoin je crois que si on répond directement aux besoins des plus pauvres, on va stigmatiser ce groupe de population. Et donc, la réponse technique, c'est de satisfaire à long terme, tout le monde en même temps. Il faut sortir des dynamiques de cette dynamique de la taxonomie compétitive des pauvres pour devenir de plus en plus capable de répondre aux besoins de plus en plus de monde. Et cela va générer une demande qui va être capable de... Parce que actuellement, ce que vous dites, c'est qu'on crée des logements en location et les gens ne peuvent pas y accéder. Actuellement, en Rupusquois, il y a des loyers très, très bas. Il y a également des loyers abordables. Et il y a des gens, effectivement, ils peuvent trouver ça cher. Et puis, il y a des logements en vente à prix contrôlé. Donc, on met en place un système et là, les techniciens doivent avoir une vision stratégique claire euh, parce qu'il ne s'agit pas de dire on va résoudre le problème à 40 ans, à 30 ans ou à 20 ans. Il faut, voilà. Nous avons survécu à cette longue journée et nous sommes très contents d'arriver à son aboutissement. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux personnes qui nous ont suivis en ligne. Merci aux gens qui sont venus, aux personnes qui sont venues exposer leur expérience, leur savoir, leur connaissance. Et j'oublie peut-être des personnes, je ne sais pas, les traductrices qui ont été, voilà, qui ont été présentes jusqu'au bout également. Et puis peut-être à l'année prochaine. Voilà. Au revoir.